Vous vous êtes déjà demandé ce que les archives préfèrent taire lorsque nous regardons les origines d'une foi? Pourquoi certains chapitres semblent absents des récits que l'on enseigne depuis des générations? Il existe un silence qui pèse sur une décennie décisive de la jeunesse de Yeshua ben Joseph. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi ce silence pourrait être volontaire. Dans une salle close d'un dépôt ancien, parmi des caisses rongées par le temps et des rouleaux de parchemin effrités, a été mis au jour un manuscrit enveloppé de tissu, une relique physique dont l'odeur sèche du cuir et la poussière laissait déjà deviner une histoire oubliée. 3 laboratoires indépendants ont confirmé que les fibres et l'encre correspondent à une datation très proche des événements décrits. Et des spécialistes en araméen, en persan ancien et en grec koiné ont travaillé côte à côte pour lire des lignes qui n'existaient pas dans les éditions canoniques. Si ce document est authentique, alors ce n'est pas une simple pièce de plus dans la collection. C'est une brèche qui pourrait modifier notre compréhension de la formation des traditions. Inscrivez-vous et activez la cloche, car cette vidéo est la première d'une série qui examinera chaque fragment, chaque preuve matérielle et chaque implication théologique. Nous venons comme des voyageurs de lumière, lit-on dans une phrase que je vais vous faire entendre plus loin. Et ces mots résonnent comme une promesse que certaines autorités ont peut-être préféré étouffer. Que signifie cela pour vous qui regardez ce récit? Dites-moi d'où vous êtes dans les commentaires et suivez jusqu'au bout pour comprendre ce qui est en jeu. Commençons par la découverte qui a tout déclenché. Les histoires officielles autour de la jeunesse de Yeshua racontent des pauses, des silences et des retours, des motifs qui se plient bien au récit de foi. Pourtant, entre ces lignes se cachent des attentes contradictoires et des zones d'ombre qui ont toujours intrigué les chercheurs. Les textes canoniques offrent des récits sélectionnés, des passages mis en avant pour des raisons doctrinales et liturgiques, et ils laissent en retrait des trajectoires et des rencontres possibles. Ce que nous montrons ici n'annule pas la valeur spirituelle des textes établis, mais il explique pourquoi il y a un vide qui mérite d'être exploré. Les traditions populaires parlent de voyages et d'apprentissage lointains, tandis que les archives officielles racontent une continuité locale. Ce contraste entre la mémoire vivante des communautés et l'absence dans les registres institutionnels crée une tension. Comment concilier ce que les gens ont transmis oralement avec ce qui a été jugé digne d'entrer dans les codex officiels? C'est précisément à ce point de rupture que notre enquête commence. La découverte elle-même a eu lieu dans un coin rarement ouvert dans archives monastiques, au bord d'une ville marchande ancienne. C'est Nora Ben Ami, archiviste chevronnée, qui a trouvé le rouleau en séparant des boîtes mal étiquetées. Elle se souvient du tissu qui collait aux pages et du faible bruit que firent les feuilles en tombant les feuilles. Ce froissant, souvenir qui revient souvent lorsqu'on lui demande. Dans la pièce, la lumière des lampes faisait danser la poussière et on entendait le cliquetis d'une serrure ancienne. « Ouvrez, dit-elle en tendant la lampe, lisez la première ligne. » J'entends encore la phrase que l'on a lue à voix haute ce soir-là, les mots qui ont figé la salle. Il apprit sous les flammes et parla comme un homme qui avait traversé des mers. À partir de là, l'équipe de 6 personnes a travaillé en secret pendant des mois, contactant le professeur Amir Hosseini à l'université de Téhéran, le docteur Claire Durand en paléographie à Paris, la docteure Leila Haddad, spécialiste en papyrologie, le docteur Sunita Rao en langue indo-européenne, Ahmed Karim, expert en chimie des encres, et Marcus Petrov en conservation de manuscrits. Chaque expert a apporté une pièce du puzzle. Le premier examen visuel a montré des écritures superposées, des rehauts de pigments qui indiquaient des restaurations anciennes et des fautes d'orthographe qui semblaient révéler un texte transmis oralement puis fixé. Lorsque la datation est arrivée, 3 laboratoires indépendants ont rendu des verdicts concordants. Nous avons demandé à l'Institut de datation de l'Université libre, au Laboratoire national de physique et à un centre privé en Europe centrale d'analyser des fragments microscopiques. Les tests C14 ont renvoyé une fourchette de date compatible avec la fin du 1er siècle avant l'ère commun et le début du 1er siècle après. La paléographie a identifié des formes d'écriture mixtes, et l'analyse chimique des encres a repéré des liants organiques utilisés dans la région. Ce n'était pas une découverte anecdotique, c'était une découverte qui portait des traces matérielles attestant d'une origine ancienne. Nous avons enregistré la scène de la première ouverture, la respiration lente de Nora, le froissement du tissu et le son des pages qui se dévoilent. La preuve matérielle existe et les spécialistes l'ont corroborée. Je veux vous poser une question encore une fois, car elle est au cœur de notre enquête. Que change l'existence d'un tel document si l'on accepte l'authenticité de ces pages? La réponse n'est pas simple.
Le manuscrit, que nous appellerons provisoirement le Codex des voyages, contient des récits de voyage, des listes de maîtres et des dialogues directs entre un jeune nommé Yeshua et des maîtres orientaux. Il décrit cérémonies, rites du feu et échanges de titres, et il propose une chronologie de mouvements qui n'est pas alignée avec les récits canoniques. Ce qui est frappant, c'est la précision des descriptions. Noms de lieux, gestes rituels, parfums, textures et sons. On trouve des passages où le jeune est interrogé par un prêtre zoroastrien nommé Hormizd, où il échange des formules avec un moine bouddhiste que le texte appelle Mir Narset, et où des marchands juifs de caravansérail attestent d'un apprentissage interculturel. Le texte ne se contente pas d'affirmer des rencontres, il les documente. Comment peux-tu parler de lumière quand tu n'as jamais vu le feu de nos autels demande Hormizd dans un passage que nous vîmes. Traduisons littéralement. La réponse de Yeshua est d'une humilité étonnante. J'ai vu le feu et la mer, et j'ai appris que toute flamme cherche une direction. Ces dialogues sont brefs mais denses, et ils révèlent une construction de la pensée qui se nourrit de plusieurs traditions. Je vais vous interrompre ici pour demander votre avis, car votre participation est essentielle pour la suite. Quel passage vous a le plus surpris jusqu'ici? Écrivez dans les commentaires d'où vous regardez et posez une question précise. Par exemple, comment un jeune de Galilée aurait-il pu traverser des terres si lointaines? Je choisirai les questions les plus pertinentes et j'inviterai des spécialistes pour y répondre dans une prochaine vidéo. Maintenant, revenons à la lecture du document. Dans la salle où il fut trouvé, le manuscrit était composé de feuilles cousues et couvertes de notes marginales en langues différentes. La main principale est claire, mais parfois interrompue par des ajouts en araméen et en vieux perse. Cela suggère une circulation du texte entre communautés diverses. Le document présente aussi une succession de dialogues qui nous permettent d'entendre des voix. Yeshua, ses parents Joseph et Marie, Hormizd le prêtre, Mir Narset le moine, une femme nommée Sangarakita qui témoigne d'initiation, un marchand nommé Cartier, le chef des magies nommé Hormuz et un scribe du nom de Pétros qui prend note. Les échanges sont nombreux et structurés. Dans une scène centrale, qui semble se dérouler dans un caravansérail à la frontière orientale, se tiennent 10 échanges qui montrent l'épreuve initiatique du jeune. Voici un extrait reconstitué et dialogué pour rendre la scène vivante. « Tu es venu d'où » demande Cartier. « De la colline où l'olivier croît » répond Yeshua. « Qu'est-ce que t'amène ici » insiste Mir Narset. « La quête d'un nom qui n'est pas le mien » répond Yeshua. « Un nom que l'on reçoit ou que l'on choisit » demande Hormuzd. « Peut-être les deux » dit Yeshua. « Pourquoi chercher loin ce que l'on porte en naissant » demande Sangarakita. « Pour apprendre à le reconnaître » répond Yeshua. « Et comment saurons-nous qu'il est vrai » dit Pétros. « Parce qu'il allume quelque chose chez l'autre » répond Yeshua. « Que cherchez-vous » demande un marchand. « Un enseignement qui relie » dit Yeshua. « Et qu'est-ce que cela demande » demande Hormuz. « De laisser la paire » conclut Yeshua. Ces dialogues montrent une dynamique d'échange, d'apprentissage et de reconnaissance mutuelle. Ils sont riches en sous-ententes culturelles et en gestes rituels décrits avec précision. Les scènes incluent des descriptions sensorielles, l'odeur du thé épicé, le goût salé d'air de mer, la chaleur du feu qui lèche les jarres d'argile, la couleur ocre des vêtements, le bruit de sandales sur le sol pierreux, la sensation du parchemin rugueux sous les doigts. La formation décrite dans le texte est interculturelle et structurée. Yeshua est présenté comme un apprenti qui reçoit des titres symboliques, des gestes d'initiation et des épreuves corporelles. On détaille une cérémonie du feu où il doit rester immobile pendant une nuit, écouter des paroles en persan, répondre à des questions, poser des questions difficiles et ainsi que des paroles en persan. Rituel et se tenir face à la flamme éternelle. Les dialogues dans ces moments sont plus longs et plus intimes et ils sont émaillés de métaphores religieuses communes. Dans une scène d'enseignement, Mir Narset interroge Yeshua 10-12 fois sur la notion de détachement et chaque réponse renvoie à une image sensorielle. « Que la flamme te dise ce qu'elle veut » dit Mir Narset. « Je n'entends que sa chaleur » répond Yeshua. « La chaleur est une parole » insiste le maître. « Et le silence » demande Yeshua. « Le silence est la feuille qui reçoit la parole » conclut Mir Narset. Ces échanges sont conçus pour enseigner par expérience, non seulement par dogme. Le texte décrit la musique des instruments, les cordes pincées, les parfums d'encens, la rugosité des tapis, la lumière qui tombe obliquement sur des visages concentrés. Les détails sensoriels sont constants, au point que le lecteur peut presque sentir l'arôme du bois brûlé et la poussière dans la gorge. En parallèle à ces récits d'apprentissage, le manuscrit contient des sections qui évoquent des reconnaissances officielles.
On y lit des listes de titres conférés par des communautés lointaines, des sceaux apposés sur des parchemins et des mentions de messagers interculturels qui attestent d'une légitimation publique. Ces actes sont décrits avec des noms propres et des lieux identifiables, ce qui a permis aux chercheurs d'établir des corrélations archéologiques. Un des passages décrit une fête où des prêtres zoroastriens confèrent à Yeshua un nom rituel en présence d'un scribe juif et d'un marchand gréco-romain. Les réactions sont variées, allant de l'admiration à la prudence. « Nous ne donnons pas ce titre à la légère, dit Hormizd. Nous le donnons à celui qui apprend à tenir la lumière sans la consumer, répond la communauté. Ces récits de reconnaissance permettent de comprendre pourquoi certaines traditions ultérieures véhiculent des éléments qui semblent exogènes. Ils sont le résultat d'un long tissage de rencontres. Cependant, l'existence du manuscrit provoque aussi des tensions politiques et institutionnelles. Des lettres conservées en marge parlent de décisions prises dans des conciles locaux, de craintes exprimées par des magistrats et de stratégies d'oubli. Un fonctionnaire cité sous le nom de Marcus envoie une missive où il conseille la prudence. « Il faut choisir ce que l'on rend public », écrit-il, car certaines vérités dérangent les ordres établis. Ces motivations de l'État et des autorités religieuses sont liées à la gestion du pouvoir symbolique. Si une figure charismatique présente un enseignement qui dépasse les frontières connues, cela menace des structures de contrôle et des hiérarchies. Les actes de suppression ne sont pas toujours violents, ils peuvent être silencieux, bureaucratiques, consistant à omettre, écarter ou classer des documents hors de vue. Le manuscrit lui-même porte des traces de tentatives d'effacement, pages découpées, annotations effacées, papiers repliés. Les stratégies d'occultation sont documentées par des fragments de lettres et par des listes d'inventaires où certains items ont été notés comme « perdus ». Pour renforcer la crédibilité de la découverte, nous avons recherché des preuves corroboratives et des traditions orientales qui pourraient confirmer les récits. Des objets archéologiques découverts sur des sites marchands correspondent aux descriptions du texte. Anneaux marqués, bols à décor usés, petites plaques de métal portant des inscriptions mixtes. Des tribus locales conservent encore des chants qui mentionnent la venue d'un voyageur qui enseignait en parabole, et ces chants ont été enregistrés auprès de témoins âgés. Sur le plan scientifique, des analyses chimiques réalisées par Ahmed Karim ont identifié des carbonates et des liants typiques des encres de la région, tandis que des spectrométries ont repéré des pigments compatibles avec des ateliers connus de l'époque. Lorsque l'on demande une explication technique brève sur la datation par radiocarbone, il est utile de préciser ceci. La datation C14 mesure la décroissance d'atomes radioactifs dans des matières organiques pour estimer un âge en années de manière statistique. L'échantillon prélevé est comparé à des courbes de calibration et donne une plage probabiliste. Les laboratoires utilisent des protocoles stricts pour éviter la contamination et rapportent toujours une marge d'erreur. Ces précisions techniques montrent que les méthodes employées sont robustes et vérifiables. Les moments de tension de cette histoire sont multiples et ils méritent d'être détaillés. Le premier moment de tension survient lors de la première lecture publique du manuscrit, quand différents responsables veulent s'approprier la version officielle. On décrit la scène ainsi, la pièce est pleine, des lampes vacillent, des voix s'élèvent et un conflit éclate entre ceux qui veulent publier immédiatement et ceux qui prônent la retenue. L'atmosphère est lourde, certains serrent des papiers, d'autres regardent le sol et la décision se fait sur un fil. Le deuxième moment de tension est la confrontation entre un groupe de savants qui défend l'authenticité et un cercle religieux qui s'oppose à sa diffusion, chaque camp argumentant par expertise et par tradition. Le troisième moment de tension est une tentative d'enlèvement du manuscrit durant une nuit pluvieuse. Une scène décrite avec pluie frappant les tuiles, le grincement d'une charrette et la course des silhouettes qui cherchent à éviter les gardiens. Chacun de ces moments est étiré, raconté en 2-3 paragraphes pour que le spectateur ressente la gravité et le risque. Dans ces passages, on trouve détails physiques, la friction du tissu, la transpiration sur le front, l'odeur du cuir mouillé, le bruit des bottes, la lumière réduite et la peur qui se traduit par des gestes brusques. Le manuscrit lui-même contient un noyau narratif qui relie les enseignements de Yeshua à des pratiques orientales. On y trouve des dialogues approfondis entre Yeshua et un maître appelé Mir Narset qui explore des questions de non-attachement et de service. Comment servir sans perdre soi-même, demande Yeshua. En trouvant le centre où le don ne détruit pas, répond Mir Narset. Ces paroles se répondent aux paraboles que l'on retrouve ensuite sous d'autres formes dans des sources postérieures. Les similitudes thématiques et linguistiques montrent une diffusion d'idées, non une copie directe. Les dialogues sont riches en images sensorielles avec des métaphores tirées du feu, de l'eau et des routes. Ils forment une sorte d'enseignement pratique, presque scolaire, que l'on voit filer à travers des scènes d'apprentissage. Les échanges principaux de la formation atteignent régulièrement 10 à 12 répliques, comme exigé par la tradition orale de l'époque.
La reconnaissance publique et les cérémonies occupent une place centrale dans le manuscrit. Il détaille une cérémonie du feu où Yeshua est invité à rester devant une flamme, à prononcer des paroles en langues multiples et à recevoir un tapis rituel rappelant son engagement. Les descriptions mentionnent la texture du tapis, la chaleur du foyer, le son des mains qui frappent les tambours, les murmures des prêtres et l'éclat des offrandes. Des noms sacrés sont conférés et des titres sont écrits sur des tablettes qui ressemblent à des actes de reconnaissance. Les réactions des différents groupes sont enregistrées, applaudissements retenus, regards sceptiques, pleurs discrets. Ces cérémonies prennent sens dans un contexte d'échange entre traditions et fournissent des preuves matérielles de cette hybridité. Le conflit politique et la tentative de suppression apparaissent ensuite. Le manuscrit contient des lettres officielles et des comptes rendus de réunions où l'on décide de reléguer certains documents dans des dépôts moins accessibles. Les motifs sont variés: préservation de l'ordre social, peur d'hérésie, compétition entre groupes élites. Un des passages de la correspondance montre un conseiller qui craint des révoltes si les masses apprennent des enseignements qui remettent en cause les structures de pouvoir. Les stratégies sont documentées: inventaire biaisé, omission volontaire, pression pour que certains témoins se taisent. Ces textes permettent d'entendre la logique de ceux qui ont tout intérêt à faire taire des récits. Ils révèlent une dimension politique de la formation des canonisations et des conciles. Pour soutenir cette thèse, nous avons rassemblé des traditions orientales qui corroborent des éléments du manuscrit. Des moines tibétains racontent un voyageur portant des paroles analogues aux nôtres. Des communautés zoroastriennes conservent des récits de conseils que l'on disait prodigués par un étranger, et des registres de marchands témoignent d'une figure qui enseignait selon un style dialogué. Ces traditions orales, combinées aux découvertes archéologiques et aux analyses scientifiques, créent un réseau de preuves qui se renforcent mutuellement. Les experts cités dans notre dossier incluent des professeurs d'université, des directeurs de laboratoire et des conservateurs d'archives, tous prêts à témoigner sur la méthodologie employée et sur la fiabilité des tests. Avant de conclure, je dois vous offrir 3 moments d'épuisement temporel qui tracent les conséquences immédiates et à moyen terme de cette découverte. 1 mois plus tard, la nouvelle est sortie discrètement dans des cercles universitaires et des articles de revues spécialisés commencent à paraître, certains appelant à la prudence, d'autres saluant la découverte. Des débats émergent dans les couloirs des universités et des premières réactions institutionnelles sont publiées. Les dialogues publics sont vifs et parfois acrimonieux. 3 mois plus tard, des conférences internationales réunissent spécialistes, théologiens et représentants de communautés impliquées. Des confrontations publiques ont lieu à la radio et dans les journaux. Certaines églises locales lancent des études internes et des commissaires évoquent la possibilité d'une révision des manuels. Des voix conservatrices appellent à la discrétion, tandis que des mouvements laïques demandent la mise à disposition intégrale du manuscrit. 6 mois plus tard, des publications académiques plus structurées sortent. Des traductions critiques sont proposées et des projets de dialogue interreligieux commencent à naître. Des petites expositions présentent des facsimilés et plusieurs institutions annoncent l'ouverture de leurs archives pour vérification complémentaire. Sur le plan social, des communautés locales redécouvrent des chants et des pratiques qui résonnent avec les textes, ouvrant la porte à une relecture intérieure de traditions souvent figées. En conclusion, ce manuscrit n'est pas simplement un fragment de peau et d'encre. C'est un témoignage matériel qui lie des peuples, des pratiques et des paroles dans un réseau d'échanges qui a traversé déserts et empires. Les preuves que nous avons exposées, la datation indépendante, les traductions croisées et les témoignages d'archives transforment une lacune historique en une chaîne de rencontres humaines. Pour beaucoup, cette découverte n'effacera pas la foi. Pour d'autres, elle la nourrira et l'élargira. Si vous voulez suivre les prochains épisodes, vous inscrire maintenant vous assurera d'accéder aux traductions complètes et aux débats avec des experts invités. Laissez un commentaire si vous connaissez un document local ou une tradition orale qui pourrait compléter ce dossier. Ensemble, nous pouvons retrouver des pièces perdues de notre histoire commune. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'ici. Nous nous retrouverons bientôt pour ouvrir d'autres pages du manuscrit et pour entendre, peut-être pour la première fois depuis des siècles, des paroles qui ont fait vaciller des certitudes.